Troisième café stratégique sur le Paris Défense Stratégie Forum 2025, avec un thème qu'on n'a pas abordé jusqu'à là. On a parlé évidemment des États-Unis, de l'OTAN, de l'Europe, mais on n'a pas du tout parlé de l'Afrique. C'est le thème de notre troisième café stratégique. L'Europe, c'est évidemment un sujet que l'on parle tout le temps ici, puisque le thème central, c'est l'Europe à la croisée des chemins. On a parlé évidemment beaucoup d'Europe, beaucoup des États-Unis, pas de l'Afrique. Et l'Afrique, finalement, avec vous, Niagale Bakayoko, voilà, je l'ai bien dit. Vous êtes présidente de African Security Section Network. C'est quoi African Security Section Network? C'est un think tank qui travaille sur les questions de gouvernance de la sécurité sur le continent africain. Et notre deuxième invité, Christophe Beauvivier. Bonjour Christophe. Bonjour Daniel. Vous êtes un pilier à RFI, Radio France Internationale, et un grand connaisseur des problèmes africains que vous traitez depuis, on va dire combien? Est-ce qu'on le dit? Un peu plus de 30 ans. Un peu plus de 30 ans. Le thème qu'on a retenu, c'est le rôle de l'Afrique dans le basculement du monde. Alors c'est vrai que le monde est en train de basculer. Trump nous aide beaucoup à constater ce basculement du monde. L'Europe réagit, mais que fait l'Afrique? Et on a l'impression que dans ce basculement du monde, l'Afrique est un peu à la périphérie de ce monde en plein bouleversement. Alors, effectivement, Donald Trump a très peu parlé de l'Afrique, Niagale Bakayoko, parce que finalement, la seule évocation de l'Afrique, c'est pour dire oui, nous on aide un peu le Lesotho, mais le Lesotho, personne ne sait où c'est, donc on va arrêter d'aider le Lesotho. Comment les Africains ont perçu l'élection et la nouvelle présidence de Donald Trump? Alors juste une petite précision à propos justement du rapport du président américain actuel à l'Afrique, mais aussi de celui de ses prédécesseurs. D'abord, il faut savoir que l'Afrique a toujours figuré au dernier rang de priorités stratégiques de tous les présidents américains. Donald Trump ne fait pas du tout exception à cet égard. Le seul qui a manifesté un intérêt un peu plus important pour le continent, c'était le président Clinton. Et Donald Trump, il est vrai, s'est illustré par ses propos très méprisants vis-à-vis de l'Afrique, dont il a traité les pays de shithole country, c'est-à-dire de pays de merde, en traduction littérale. Parce que c'est une autre de ne pas s'intéresser, c'en est une autre d'humilier dès les premiers jours de sa présidence. Oui, mais comme vous le constatez, il n'humilie pas uniquement l'Afrique. Et ça, c'était sous son premier mandat. Depuis le début de son second, moi, je ne considère pas du tout que l'Afrique soit absente pour deux raisons. D'abord parce que beaucoup de l'entourage de Donald Trump est originaire d'Afrique du Sud. On le sait maintenant de manière ouverte pour ce qui concerne Elon Musk, mais c'est aussi le cas de Peter Thiel, qui est le doctrinaire de cette droite nationale conservatrice qui soutient le président Trump. C'est aussi le cas de David Sachs, qui joue un rôle essentiel en matière d'IA. Et c'est également le cas de Ferber, qui est à l'origine du mouvement QAnon, très proche de la mouvance trumpiste. Et deuxième élément, cette question sud-africaine est en fait la seule à laquelle le président Trump a véritablement accordé de l'intérêt depuis son arrivée au pouvoir, en décidant de boycotter l'Afrique du Sud, au motif son gouvernement actuel, donc avec une majorité noire, persécuterait les fermiers blancs. Donc on a ici une affirmation de l'idéologie suprématiste blanche fondée sur l'idéologie d'apartheid qui a rencontré le ségrégationnisme de certains États américains au niveau de la pensée internationale, et je pense que c'est très important de le souligner. Alors c'est un paradoxe parce qu'on pourrait dire Elon Musk et les autres partenaires de Donald Trump au gouvernement, ils connaissent un peu l'Afrique, ils devraient s'y intéresser, c'est un paradoxe. Mais en réalité, ils s'y intéressent de manière négative, c'est-à-dire qu'ils ont une vision de l'ordre international qui, selon eux, doit être à la fois hiérarchisé et organisé de manière séparée. Donald Trump boycotte actuellement le G20 qui se tient en Afrique du Sud parce que la présidence du G20 revient à l'Afrique du Sud
et il a décidé de le boycotter. C'est quand même une enceinte internationale. Autre problématique, comme vous le savez, l'Afrique du Sud est aussi à l'origine de la plainte déposée auprès de la Cour de justice internationale contre l'État d'Israël en l'accusant notamment de génocide. Donc il y a plusieurs dynamiques qui se rencontrent. On connaît la proximité de l'administration Trump avec le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Donc c'est un élément important. Cela dit, je pense que le rôle de l'Afrique dans le basculement du monde se vérifie aussi à travers les réactions africaines, parce que on voit que le rapprochement constaté entre Donald Trump et Vladimir Poutine trouve un écho presque logique en réalité sur le continent, où la figure de l'homme fort du président russe, mais aussi les valeurs ultra-conservatrices qu'il promeut sur le plan sociétal depuis des années, rencontrent un très fort écho en Afrique qui bénéficie aussi à Donald Trump. Il faut constater que sa bénédiction, la bénédiction par un révérend noir américain d'ailleurs, du premier conseil des ministres de l'administration Trump a été très saluée sur les réseaux sociaux, notamment par tous les courants évangéliques du continent qui estiment que c'est exactement le rapport au pouvoir et à la spiritualité qui convient au continent africain. Donc je pense que ce sera plutôt par le biais de ces influences qui, pour ne pas être inscrites dans un cadre interétatique, n'en sont pas moins puissantes, que l'Afrique jouera un rôle, notamment à travers les solidarités des réseaux évangéliques américains. Christophe Beauvais, est-ce que vous avez l'impression, RFI a une multitude de correspondants en Afrique, que les Africains ont été surpris par l'élection de Donald Trump et par ses premières décisions? Ils s'y attendaient. Ils l'avaient déjà vu en 2016, 2017. Les Africains savent qu'ils peuvent jouer sur au moins deux choses importantes. D'abord l'économie, ensuite la stratégie. L'économie parce qu'il y a un certain nombre de métaux stratégiques dans le sous-sol africain qui intéressent à la fois les Chinois et les Américains. On l'a vu d'ailleurs très concrètement il y a 3 mois quand le Joe Biden est allé en Angola. C'était en décembre dernier pour inaugurer le chantier de la reconstruction du chemin de fer de Benguela qui va donc permettre une meilleure exportation des produits stratégiques comme le cobalt, le cuivre, vers l'océan Atlantique. Produits qui sont pour la plupart en RDC et en Zambie, mais qui doivent traverser l'Angola pour atteindre l'océan Atlantique pour embarquer vers les États-Unis. Les Chinois ont une avance sur les Américains dans l'exploitation de ces métaux stratégiques, mais les Américains, que ce soit Joe Biden ou Donald Trump, veulent rattraper ce retard. Et cet enjeu économique, les Africains savent que c'est pour eux une occasion à saisir pour intéresser vivement à la fois Pékin et Washington dans leur compétition. Ça, c'est le premier point. Comme point. dirait Donald Trump, les Africains ont des cartes en main. Voilà, pour reprendre l'expression de Trump. Le deuxième point sur lequel les Africains ont une carte à jouer, c'est dans le domaine stratégique, c'est à la fois la route du Cap de Bonne-Espérance, au sud de l'Afrique, par où passent de plus en plus de cargos, depuis que la mer Rouge n'est plus fréquentable à cause de la menace Houthi. Donc le canal du Mozambique, puis le Cap de Bonne-Espérance, sont deux endroits stratégiques où Madagascar et l'Afrique du Sud ont une carte à jouer. Et évidemment le bassin méditerranéen. Depuis la chute du régime Assad, vous avez une tentative de la Russie de se redéployer sur l'est de la Libye, et notamment sur Tobrouk, la fameuse base navale, ce que les Occidentaux ne veulent pas laisser faire, d'où la rencontre discrète il y a quelques semaines à l'Elysée entre Emmanuel Macron et l'homme fort de l'est de la Libye, le maréchal Haftar, qui est donc très sollicité à la fois par Moscou, Paris et Londres. Niakale Bagayoko, on se rend compte qu'effectivement, les Africains ont bien des cartes dans leurs mains, notamment sur le plan économique. Et on constate qu'effectivement, il y a
l'Afrique intéresse finalement beaucoup plus de monde qu'on ne l'imagine. Alors les Américains sont peut-être en retrait, en tout cas politiquement et je dirais de manière courtoise, hein, ou l'inverse de la courtoisie. Les Chinois s'intéressent de plus en plus à l'Afrique, mais ils ne sont pas les seuls. Et les Européens, qui étaient traditionnellement très présents en Afrique, ont tendance effectivement un peu à reculer, que ce soit les Français ou les Anglais, d'une manière générale les Européens. Il y a une redistribution des partenaires africains où les Européens ne sont plus les premiers. On le sait depuis un certain temps avec l'émergence de la Chine, mais pas seulement. Alors moi, je pense qu'il y a eu une redistribution, mais qui n'est absolument pas nouvelle. Je pense que malheureusement, les Européens n'ont pas voulu voir les évolutions en cours sur le continent africain depuis la fin des années 90. L'arrivée de la Chine, elle date de cette époque-là, tout comme celle de toutes les puissances moyen-orientales. La Turquie, qui est un acteur de plus en plus important sur le continent, commence à s'y intéresser. En 1999, il en va de même pour Israël, qui cherche depuis lors à devenir membre observateur de l'Union africaine. Si on prend les pays comme l'Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis, notamment le premier, ils sont présents depuis 40 ans sur le continent et de plus en plus présent pour le deuxième depuis déjà une quinzaine d'années. Si on prend le cas du Qatar, qui joue un rôle absolument majeur dans de très nombreuses médiations de conflits politiques ou sécuritaires africains, la présence remonte déjà à plus d'une décennie et c'est le cas pour l'Iran aussi, qui est très présent, notamment à travers les liens qu'il entretient avec les diasporas, notamment libanaines, celles de confession chiite, sur le continent. Donc je pense que l'Europe n'a pas voulu voir qu'elle n'était plus dans un tête-à-tête privilégié avec le continent africain et qu'aujourd'hui elle a un sentiment de redistribution en effet des équilibres, alors que ceux-ci ont d'ores et déjà pour moi basculé depuis un certain temps. Et ça, Christophe Boisbouvier, vous le constatez au jour le jour. Alors il y a cette fameuse rupture, par exemple, entre la France et les 3 pays du Sahel, que sont le Mali, le Niger et le Burkina. Donc c'est évidemment pour poursuivre la réflexion de Niagalé, la rupture la plus brutale, la plus spectaculaire. C'est la partie émergée de l'iceberg. C'est la partie émergée de l'iceberg. Mais j'ai envie de vous dire que c'est peut-être pas la rupture la plus durable et la plus profonde. Parce que c'est cyclique, les dictatures militaires au Sahel. Un coup, c'est une dictature militaire, un coup, c'est une démocratie. Le Mali est un exemple frappant pour cela. Donc il est possible que demain, les dictatures actuelles soient renversées par une insurrection, que sais-je. Ce qui est plus profond, c'est le désamour entre une grande partie de la jeunesse d'Afrique de l'Ouest et la France. La France de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron, en passant par François Hollande. Et le pays qui est, à mon avis, le plus intéressant de ce point de vue, c'est le Sénégal, où vous avez eu une alternance politique l'année dernière, menée par un parti qui veut complètement modifier ses relations avec la France, le PASTEF d'Ousmane Sonko. Et je pense que c'est vraiment le thermomètre de l'avenir des relations franco-africaines, ce qui se passe à Dakar en ce moment. C'est très intéressant à suivre. C'est pas encore complètement décidé, oui, c'est pas encore complètement défini. C'est pas à la une des journaux, pas encore. C'est pas à la une des journaux, mais vous avez la fermeture à venir de la base militaire française, à la fois aérienne et navale, de Dakar. C'est quand même l'indice le plus frappant. Et je pense que dans cette perspective-là, la France a une carte à jouer qui n'est pas nécessairement une carte franco-française. C'est plus une carte européenne, puisque pour poursuivre aussi la réflexion de Niagalé, vous avez en effet de nouveaux concurrents stratégiques de l'Europe en Afrique, comme la Turquie et les Émirats. Mais l'Europe a évidemment 2 atouts importants. Le premier atout, c'est l'économie. C'est quand même en Europe que vous avez les moyens économiques les plus forts pour développer, en dehors de la Chine bien sûr, pour aider l'Afrique à se développer et notamment pour apporter une aide d'urgence quand il y a une crise, hein, surtout avec la suppression à venir de l'USAID par Donald Trump. Voilà. C'est par exemple la question qui se pose aujourd'hui au Cap, en Afrique du Sud, lors de ce sommet
Union européenne, Afrique du Sud, qui est en cours. Et vous avez aussi une deuxième carte à jouer pour l'Europe, c'est une carte militaire, c'est-à-dire que vous avez des opérations européennes qui ont déjà eu lieu sur le sol africain. Exemple Artemis 2003, Bunia dans l'est de la RDC. Plus de 15 pays européens, une opération multinationale qui a réussi contre les milices qui ravageaient les populations civiles. Je pense que l'avenir est dans ce type d'opération pour dépolitiser le type d'opérations franco-françaises qui ont eu lieu par exemple au Mali en 2000. En 2000, c'était quand l'opération Barkhane ? 2013-2022. 2013-2022, merci Niagalé. Et qui aujourd'hui ne passe plus. Qui aujourd'hui ne passe plus. Alors, Niagalé Bakayoko, vous aviez déjà un peu abordé le sujet. C'est-à-dire qu'entre l'Afrique et l'Europe, il y a aussi deux visions du monde. On est, nous, en Europe, dans une vision très libérale, une société très libérale, et les sociétés africaines restent globalement des sociétés très conservatrices. Alors peut-être que dans les capitales, voilà, les choses évoluent, c'est possible, mais globalement, les sociétés africaines restent des sociétés très conservatrices, en opposition avec le libéralisme sociétal des sociétés européennes. Il y a là une rupture, et effectivement, l'Europe n'est pas très séduisante, forcément. Enfin, l'Europe, d'une manière générale, l'Occident, mais l'Occident, c'est de plus en plus l'Europe quand on voit le décalage avec les États-Unis. Voilà, il y a un petit problème de décalage. On ne va pas forcément dans la même direction. Alors, c'est très intéressant que vous ayez utilisé le mot Europe en mentionnant le mot Occident, parce qu'il y a un mois, vous auriez dit un décalage avec l'Occident. Évidemment. Et moi, ça fait un grand moment que je pense, que j'écris, que je dis que le décalage est beaucoup plus profond entre l'Europe et le reste du monde en réalité. Et on s'aperçoit qu'il y a une véritable animosité qui s'est aussi construite, malheureusement, contre les Européens de l'autre côté de l'Atlantique. De ce point de vue-là, le discours de J.D. Vance est absolument éloquent, plus que les décisions sur les droits de douane ou le retrait de l'OTAN de Donald Trump. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a aujourd'hui, sur la scène internationale en général, un mouvement majoritairement conservateur d'un point de vue sociétal et majoritairement autoritaire d'un point de vue politique. Et en cela, l'Afrique a plutôt devancé les autres régions du monde. L'arrivée au pouvoir, notamment des juntes militaires, qui s'appuient sur des opinions publiques extrêmement mobilisées en leur faveur, au départ en tout cas, a aussi joué sur ces questions de liberté sociétale, de démocratie, de droits de l'homme, qui sont en effet rejetés majoritairement, non pas seulement en Afrique, mais de manière peut-être précurseur en Afrique. Moi, j'ai toujours été étonnée qu'on explique avant tout l'extension de la présence de la Russie sur le continent uniquement par le biais militaire. Les Russes ont toujours été très présents en Afrique militairement dès les indépendances. Il y a eu juste une coupure à partir des années qui ont succédé la fin de la guerre froide, mais la Russie a toujours été parmi les premiers fournisseurs d'armes. En revanche, ce qu'on a moins voulu voir, c'est la façon dont le conservatisme moral, tout en ce qui concerne les questions de genre, les questions de relations aux communautés LGBT, entrait en résonance entre la position russe et les opinions publiques africaines. Ce point, pour moi, est absolument fondamental. Et juste pour démontrer cette connivence, il est très intéressant de regarder la façon dont ces États de l'AES, d'ailleurs, ont voté à la fois avec la Russie et avec les États-Unis à l'occasion du dernier vote à l'Assemblée générale qui a été fait sur la question de l'Ukraine. Alors effectivement, il y a Niagalé, l'évidence qu'aujourd'hui, finalement, il y a un problème entre l'économie, entre la façon dont les Américains voient l'Afrique d'un point de vue économique, mais d'un point de vue sociétal, bon, il n'y a pas tant de différence que ça. Voilà, on est à peu près dans le même univers. Hein. Alors, il y a les deux. Il ne faut pas non plus caricaturer les choses. Moi, je pense que partout, c'est bien la difficulté, la complexité du monde d'aujourd'hui. Les pays
du monde sont coupés véritablement en deux entre des portions des populations qui sont plutôt orientées vers la promotion du libéralisme politique, économique, sociétal, et d'autres qui sont très conservatrices, c'est vrai aussi dans nos sociétés aujourd'hui, et effectivement ça concerne aussi le continent africain, mais je ne pense pas qu'il faille penser que le continent africain a le monopole du conservatisme, voire, à mon sens en tout cas, de l'obscurantisme en ce qui concerne un certain nombre de sujets. Ce sont en réalité des visions du monde qui sont partagées aussi bien par certaines parties des sociétés africaines et des sociétés du monde en général. Et Christophe Bouvier, ce que vient d'expliquer Niagalé, on l'a vu, on l'a constaté, c'était un peu les travaux pratiques lors du dernier vote des Nations Unies, d'une résolution européenne de soutien à l'Ukraine. On a bien vu que, d'abord, il y a eu des pays qui ont voté contre ce soutien à l'Ukraine. Et alors, c'est intéressant de voir qu'il y a évidemment la Russie, la Corée du Nord, Israël, les États-Unis. Le premier vote commun entre les États-Unis et les Russes, c'est évidemment un fait marquant. Bien sûr, les trois pays sahéliens, Mali, Niger et Burkina Faso, ont voté dans ce sens-là, mais les autres pays africains, la grande masse des pays africains, se sont abstenus. Ce qui veut bien dire qu'il y a, Christophe Bouvier, un peu cette rupture entre, je dirais, l'Europe et quelque part le reste du monde. On est dans une période de nouveau non-alignement du Sud global. On retrouve l'époque Bandung 1955. Ce sont les nouveaux pays non alignés. Hein. On l'a vu dès 2022 avec les premiers votes lors de l'attaque de la Russie sur l'Ukraine. C'est un peu le Sénégal qui a donné le ton, le Sénégal de Macky Sall d'ailleurs, qui est aujourd'hui poursuivi. La politique est poursuivie aujourd'hui par son adversaire qui l'a battu il y a un an, Ousmane Sonko. Mais derrière cette coupure dont vous parlez entre l'Europe et le Sud global, je dirais qu'il faut pas dramatiser pour l'Europe parce que vous avez au moins deux raisons pour lesquelles je ne crois pas à une coupure profonde entre l'Europe et l'Afrique. La première, c'est au niveau culturel. Vous avez des valeurs culturelles partagées par l'Europe et l'Afrique. Et pour moi, l'une des valeurs les plus fortes, c'est l'émancipation des femmes. Je pense que là-dessus, vous avez dans les sociétés africaines, dans les profondeurs des sociétés africaines, une volonté d'émancipation des femmes qui est partagée avec les grandes valeurs européennes. Vous avez des combattantes à Dakar, à Brazzaville, à Yaoundé pour l'émancipation des femmes, pour l'éducation des jeunes filles, pour empêcher les mariages précoces, qui vont au-delà de tout ce dont on vient de parler, et qui sont défendus avec la solidarité européenne. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est l'économie. C'est-à-dire qu'on a beau dire que l'Europe n'intéresse plus les Africains, vous avez toujours des dizaines de milliers d'Africains qui risquent leur vie tous les ans pour essayer d'arriver aux Canaries ou à Lampedusa. Parce que l'Europe reste un phare économique pour l'Afrique et parce que les transferts d'argent des diasporas africaines, européennes vers l'Afrique, comme vers le Mali par exemple, les transferts d'argent de la communauté malienne de France vers le Mali, malgré toutes les histoires de rupture entre Paris et Bamako, ces transferts d'argent restent plus importants que tout, restent beaucoup plus importants même que l'aide publique au développement que la France donnait au Mali jusqu'à la rupture de ces dernières années. Donc vous avez, pour ces deux raisons, sans parler évidemment des liens culturels comme la francophonie, pour parler de la France et de l'Afrique, vous avez, pour toutes ces raisons-là, je pense, pour l'Europe et l'Afrique, encore un bel avenir qui sera concrétisé. On le verra, ce sera intéressant, dans un an, à Nairobi. Ce sera sans doute dans le premier semestre 2026, le prochain sommet Afrique-France, organisé conjointement par William Ruto et Emmanuel Macron. J'ai l'impression que vous vouliez réagir sur ce que vient de dire Christophe Bouvier ou pas spécialement. Non, je trouve ça extrêmement intéressant. J'avais absolument pas vu les choses sous cet angle-là.
la question du genre, parce qu'elle est aussi très contestée en Afrique. Donc ça me conforte dans l'idée qu'il y a deux courants en fait qui s'affrontent des deux côtés, enfin partout dans le monde en fait. Mais j'ai peut-être mésestimé la puissance, mais que vous soulignez très bien, de ces mouvements féministes. En effet, et les alliés ne sont pas du côté ni de la Russie ni des États-Unis de ce point de vue-là. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Mais une difficulté pour moi, pour l'Europe, c'est peut-être la concurrence qui est apparue entre ses membres eux-mêmes. Parce qu'ils ne sont pas plus unitaires finalement désormais sur le front africain qu'ils ne le sont sur le front ukrainien. Si on regarde un pays comme l'Italie, qui est très intéressant de ce point de vue-là, qui a créé sa première conférence États-Unis-Afrique, qui réorganise toute sa politique africaine évidemment autour de la question fondamentale de la migration, il dialogue beaucoup avec les gouvernements autoritaires du continent. Et vous avez la Hongrie de Viktor Orban aussi, qu'on retrouve notamment très présente au Tchad. Et en effet, en Europe même, vous avez des pays comme la France, comme l'Espagne, encore comme le Royaume-Uni, les pays scandinaves qui, à mon avis, restent en effet du côté de ces questions, de cette vision libérale des sociétés. Donc, en effet, peut-être même qu'au sein de l'Europe, il va y avoir un combat pour le type de politique à mener vis-à-vis de l'Afrique. Devront-elles être de type conservateur et évacuer toute référence aux droits de l'homme, à la gouvernance et se concentrer uniquement sur l'économie et la lutte contre les migrations? Je pense en effet que cela va dépendre des gouvernements qui vont accéder en Europe au pouvoir d'ici les 2 ou 3 prochaines années. Alors, Niagale Bagayoko, Christophe Boisbouvier a fait référence à la conférence de Bandung en Indonésie qui a donné naissance au mouvement des non-alignés. Alors, il nous reste 2-3 minutes. Alors, il y a effectivement, peut-être que le Sud global remplace le mouvement des non-alignés, mais à l'époque de Bandung, ce qui dominait en Afrique, c'était le panafricanisme. C'est-à-dire que les Africains, tôt ou tard, allaient s'unir. Bon. Alors, je crois qu'il n'est plus vraiment question aujourd'hui de panafricanisme, mais il y a une expression que vous aimez bien, un mouvement que vous aimez bien, qui est le néo-panafricanisme. Alors, entre le panafricanisme et le néo-panafricanisme, quelle est la différence ? Alors, le panafricanisme initial existe toujours. C'est ce mouvement qui fait référence à la volonté d'unité des pays africains, peut-être même pour aller jusqu'à une approche presque fédérale du continent, qui a été notamment forgée par Kwame Nkrumah dans les années 50. Il y a encore un certain nombre de courants intellectuels qui s'y réfèrent. Mais en effet, ce mouvement néo-panafricaniste, qui se définit avant tout comme ultranationaliste, ultra-patriote et ultra-souverainiste, est la grande force montante sur le continent qui, encore une fois, renvoie à ce qu'on peut voir ailleurs et aujourd'hui est devenu, à mon sens, majoritaire, y compris parmi les sociétés civiles africaines, voire parmi les nouveaux médias qui ont émergé et ils ont eux aussi un rôle très polarisée de la relation avec le reste du monde et parfois une vision très ségrégationniste puisque certains courants du néo-panafricanisme se revendiquent d'un suprématisme noir. Voilà, et bien écoutez, ça va être le mot de la fin, à moins que Christophe, vous vouliez ajouter quelque chose. Il faut peut-être distinguer deux types de souverainisme africain. Vous avez le souverainisme, par exemple, des 3 pays de l'AES, Mali, Burkina, Niger, qui est proche de la Russie, et vous avez un souverainisme ni Est ni Ouest, comme celui du Tchad par exemple, qui dit nous ne serons l'esclave de personne. Donc il y a un distinguo à faire à mon avis entre des nuances. Une grosse nuance même. Merci Christophe Boisbouvier, merci Niagale Bakayoko pour ce regard sur cette Afrique en mouvement et évidemment qui participe elle aussi au basculement du monde. Merci. Merci.